alors ont-ils réagi? Quelles mesures ont-ils prises pour surmonter la crise? Une rétrospective avec quelques surprises et un fort sentiment de déjà-vu. New York, automne 1929. Le 24 octobre, le cours des actions s'effondre à la bourse de Wall Street. Un jeudi noir qui va changer la face du monde. Du jour au lendemain, des centaines de milliers d'actionnaires sont ruinés. Le monde vient d'entrer dans la plus grave crise économique de son histoire. La crise de 1929 a effectivement marqué une rupture dans l'histoire économique et sociale française. La France avait jusqu'à cette époque été un pays relativement prospère. Il faisait bon vivre en France, comme on disait à l'époque. Et il est vrai que d'un seul coup, cette crise de 1929 a eu l'effet d'un monde qui s'écroulait pour les Français. En Allemagne, des millions de personnes sombrent dans la misère. Les banques sont ruinées et les entreprises font faillite les unes après les autres. Pour parer à cette situation de crise, le gouvernement allemand ne voit qu'une issue possible. À l'époque, le gouvernement a taillé partout où il a pu. Il s'est attaqué aux acquis sociaux. Il a baissé les salaires. C'était des mesures nettement plus cruelles que toutes celles dont il est question dans les débats politiques actuels. Le crash boursier de New York a rapidement des répercussions sur l'économie allemande. Les investisseurs américains coupent les importants crédits qu'ils avaient accordés à l'Allemagne les années précédentes. En proie à d'énormes difficultés de paiement, de nombreuses entreprises licencient en masse. Instaurée en 1927, l'assurance chômage est aussitôt mise en péril. Ses réserves financières ne lui permettent pas de faire face à l'augmentation brutale du nombre de chômeurs. Pour lutter contre la fraude, les chômeurs sont obligés de se présenter régulièrement au bureau du travail, munis de leur carte. On appelait ça le bureau des tampons. On devait y aller 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour faire tamponner notre carte. Celui qui ne pouvait pas y aller ne recevait pas d'aide. Quand on réussissait à avoir un petit boulot, on faisait attention que ça ne tombe pas un jour où on devait faire tamponner notre carte. Si le bureau du travail s'en rendait compte, il augmentait le nombre de jours où on devait venir pointer et nous pénalisait. Ça arrivait qu'on ne touche rien pendant 4 semaines. Et là, il fallait bien se débrouiller. En France, la crise prend une autre forme. Le crash boursier de New York n'a pas de conséquences immédiates sur l'économie française qui dépend moins des capitaux américains. Mais le commerce mondial est paralysé. La France, dont la population travaille majoritairement dans le secteur agricole, peine à exporter ses célèbres vins et fromages les plus réputés. Les travailleurs agricoles sont les premiers touchés par la crise et ne bénéficient d'aucune assurance chômage, comme en Allemagne. En France, il n'y avait pas de système de ce type. Nous n'avions pas, avant la crise, de système social. Le patronat français était très conservateur et l'État était libéral. Il intervenait très peu dans l'économie et dans la société. Donc il n'y avait pas de protection sociale. On avait juste mis en place une politique familiale. Mais les chômeurs qui étaient des chômeurs complets n'avaient pas de revenus de substitution et ils étaient en quelque sorte remis un peu à la mendicité publique. En 1930, l'étendue du chômage et la question de son financement provoquent la chute du gouvernement de coalition à Berlin. Pressé par ses conseillers, le président Hindenburg décide de nommer un gouvernement sans majorité parlementaire. Investi de la confiance d'Hindenburg, le centriste Heinrich Brüning devient le nouveau chancelier. Afin d'assainir les finances publiques, il accepte le plan Young qui fait l'objet de nombreuses critiques. Ce plan, qui tient son nom de l'expert financier américain Owen Young, échelonne le paiement des réparations imposées à l'Allemagne. Il exige en outre qu'elle s'acquitte de ses dettes par ses propres financements sans faire appel aux crédits étrangers. Pour y parvenir, le chancelier Brüning conduit une politique de rigueur budgétaire draconienne. Par une série d'ordonnances, il augmente l'impôt sur le revenu, sur le tabac et les personnes célibataires.
Il met en place un impôt sur la bière et une surtaxe sur le revenu. Il augmente le montant des cotisations sociales et diminue les allocations chômage. L'arrivée de Brüning au pouvoir met fin à une période jusque-là plutôt favorable aux travailleurs. L'État va même jusqu'à réduire d'un quart les salaires des fonctionnaires. Peu de mouvements de lutte s'organisent contre ces mesures drastiques. Les syndicats divisés organisent des piquets de grève isolés. Par ailleurs, les syndicats et le SPD veulent à tout prix éviter que la crise politique ne dégénère en guerre civile. Le pays semble condamné aux mesures de restriction engagées par Brüning. Le gouvernement a surtout cassé les acquis sociaux. C'est à cette époque qu'est né le terme de démantèlement social. Il faut bien comprendre que c'était des mesures beaucoup plus drastiques que toutes celles qui existent aujourd'hui. L'Allemagne était en pleine dépression économique. Elle avait été brusquement privée d'une partie de ses revenus fiscaux et devait trouver de l'argent pour pouvoir rembourser ses dettes à l'étranger. Les mesures prises par ordonnance permettaient plus ou moins de compenser la baisse des recettes fiscales. Le gouvernement essayait tant bien que mal de colmater les brèches. Une nouvelle loi prévoit qu'une femme fonctionnaire pourra être licenciée si son mari travaille. Les hauts responsables politiques sont favorables à l'interdiction des ménages à double revenu. Derjenige Teil des Volkes, der sich noch in Arbeit befindet, soll und will opfern für diejenigen, die nicht nur von monatelanger, ja sogar von jahrelanger Arbeitslosigkeit bedroht sind. Weiter muss mit den Doppelverdienern wenigstens vorübergehend aufgeräumt werden. Es geht nicht, dass derjenige, der Pensionen, Wartegelder und dergleichen bezieht, noch außerdem dem übrigen Teil des Volkes Arbeitsplätze wegnimmt. Mais cette loi, qui ne devait s'appliquer qu'aux fonctionnaires, s'étend à d'autres catégories professionnelles. Lucie Wolf s'en souvient. Mon oncle était employé de banque et ma tante danseuse de claquettes. Et puis, il y a eu la montée du chômage et cette loi qui interdisait que les deux membres d'un couple travaillent. Mon oncle et ma tante ont dû faire un choix. Finalement, c'est ma tante qui a continué à travailler et mon oncle qui a quitté son emploi. Après un an, les chômeurs ne reçoivent plus d'aide de l'assurance chômage et doivent se tourner vers les municipalités. Ils obtiennent des sommes dérisoires qu'ils sont ensuite tenus de rembourser. Alfred Zeiler est l'une des nombreuses victimes du déclin social. Je me suis retrouvé au chômage en 1931. On recevait d'abord une allocation chômage et ensuite une allocation de solidarité pendant 6 mois. Après ça, on dépendait de l'assistance publique. Moi, j'habitais encore chez mes parents et je touchais 1 mark et 82 pfennig. Mais on devait ensuite rembourser l'argent ou alors il fallait travailler. Pour cette somme, valait mieux travailler. Pour parer à cette situation d'urgence, de nombreuses collectivités mettent en place des chantiers communaux. Elles assignent les travailleurs à la construction de routes et à divers travaux de nettoyage. Les coûts engendrés sont en partie remboursés par l'État. On faisait des travaux d'éclaircissement et de reboisement dans les forêts. J'ai aussi été balayeur. J'ai même nettoyé les bouches d'égout. C'est le genre de travail qu'on nous donnait à faire dans les villes. Si aujourd'hui, ceux qui touchent des allocations devaient les rembourser, je pense qu'ils chercheraient plus vite du travail ou qu'ils accepteraient n'importe quel type de travail. Nous, à l'époque, on était bien obligés d'accepter ce qu'on nous proposait. Mais les mesures de restriction budgétaire ne suffisent pas à endiguer la crise. À l'été 1931, la ruine de plusieurs banques entraîne une crise financière généralisée. Beaucoup perdent leurs derniers biens. L'insolvabilité des banques ébranle durablement l'édifice financier international. Pendant les années 1920, l'Allemagne était le plus gros emprunteur du marché financier international. Mais quand subitement, elle n'a plus été en mesure de rembourser ses crédits, ça a entraîné d'énormes répercussions sur l'économie mondiale. Ce qui s'est passé en Allemagne a eu un effet de domino. Les pays se sont mis les uns après les autres à diminuer ou à couper les crédits, et chacun s'est enfermé dans une politique protectionniste. Cette scénette, tirée d'un film publicitaire de 1931, illustre la peur de la fuite des capitaux. En achetant des produits d'importation,
l'honnête travailleur allemand voit son argent partir à l'étranger. Le protectionnisme entraîne une chute des exportations. L'économie allemande encourage l'achat de produits nationaux. Des campagnes publicitaires comme celle de Halle ou de Dessau font appel à la fierté nationale. Mais leurs effets sont limités. Dans notre droguerie, on vendait une poudre de maquillage de fabrication française, la poudre Coty. Mais on nous avait demandé de ne plus proposer cet article à la vente. Des films de propagande diffusés aux actualités invitent le consommateur allemand à bannir les produits français. Mais les femmes voulaient la poudre Coty. Elle était vendue dans un petit poudrier qu'elles pouvaient glisser dans leur poche. Comme ça, peu importe où elle se trouvait, elle pouvait facilement se repoudrer le nez. La poudre allemande n'était pas aussi pratique. La poudre Coty avait été boycottée, mais les femmes disaient « On veut la poudre Coty ». Paris est la capitale de la mode. Tout le monde le sait. Il n'empêche que l'année dernière, on s'est fringué pour 16 millions en Allemagne et en Tchécoslovaquie. Vous trouvez pas ça marrant? Eh bien non, je trouve pas ça marrant. Je trouve que c'est honteux de tout acheter à l'étranger. L'économie française se réfugie elle aussi dans le protectionnisme. Dans l'esprit de nombreux Français, le chômage est causé par l'importation de marchandises étrangères. Mieux vaut acheter les bons produits français. Tous les Français n'achetaient que du charbon français, nous pourrions travailler à plein rendement et notre situation serait plus prospère. Donc au lieu de détruire les produits agricoles ou les produits français, on invitait bien sûr les citoyens à consommer français d'abord. Donc ça, c'est cette espèce de montée du protectionnisme sur lesquels, il est vrai, les Français n'ont pas lésiné. On a été très protectionnistes. En grande partie parce qu'il fallait sauver l'agriculture, mais ça s'est fait très souvent au détriment de l'industrie. Confrontée à une chute vertigineuse de ses exportations, l'industrie automobile française en pleine expansion connaît de graves difficultés. Le groupe Citroën, qui concentre sa production sur les voitures de luxe, est au bord de la faillite. De son côté, l'entreprise Renault, qui fabrique des voitures de grande série, décide de réduire son activité et d'étendre sa gamme. Ces nouveaux modèles de véhicules utilitaires permettent de relancer les ventes. Les agriculteurs sont les principaux clients des véhicules Renault qu'ils apprécient pour leur fonctionnalité. En Allemagne, l'État continue d'appliquer une politique de rigueur sociale extrêmement sévère. Une nouvelle ordonnance autorise les entreprises à réduire les salaires jusqu'à 50%. Les conventions collectives cessent d'être appliquées. Là aussi, les syndicats n'opposent qu'une faible résistance. Alors que la crise économique mondiale atteint son point culminant, l'Allemagne enregistre 70 000 faillites d'entreprises et compte officiellement 6 millions de chômeurs. La diminution des aides de l'État plonge une grande partie de la population dans la misère. Chacun lutte pour sa survie. Helmut Schmieder dispose alors de moins de 5 marks par semaine pour vivre. Je touchais 4 marks et 80 pfennig par semaine. Je versais une pension de 3 marks à ma mère et il me restait 1 mark 80. Une place de cinéma coûtait 45 pfennig pour les chômeurs. De temps en temps, on avait aussi besoin de s'acheter un pantalon ou une paire de souliers. Un pantalon coûtait entre 10 et 12 marks. On se débrouillait comme on pouvait. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais à l'époque, on passait dans les champs après les récoltes et on allait récupérer les pommes de terre qui restaient. De nombreux Allemands démunis doivent quitter leur logement. Ils trouvent refuge dans les foyers d'accueil destinés aux sans-abri. En 1932, près de 500 000 personnes vivent dans l'errance. Reinhold Pressler, un jeune charpentier au chômage, décide de partir sur les routes pour quelques mois avec 2 de ses amis. Libres et sans attache, ils sont accueillis dans les foyers de travailleurs où ils sont nourris et logés.
Les compagnons de fortune de Reinhold Pressler sont tous dans l'indigence. Dans les foyers d'accueil, la place se fait rare. En échange du couvert et du logis, de nombreuses communes instaurent un système de travail obligatoire. Il y avait beaucoup de travaux communaux à faire. En hiver, on déblayait la neige. Parfois, on empierrait les routes de campagne. On était assis par terre et on cassait des cailloux pour boucher les trous. Et puis, ça m'est aussi arrivé de balayer la place de l'hôtel de ville à Rotenburg-ob-der-Tauber. Contrairement à leurs collègues allemands, les syndicalistes français sont de plus en plus nombreux à protester contre l'aggravation généralisée de la situation. C'est leur niveau de vie qui a souffert. Il y a eu une sorte de paupérisation relative, si vous voulez, de la classe ouvrière et aussi, il faut dire, des fonctionnaires qui jusqu'à présent étaient un peu privilégiés. Et la classe moyenne commerçante et la classe moyenne paysanne a aussi souffert. Mais c'était plutôt un déclassement, si vous voulez, une perte de prestige social et une détérioration du niveau de vie. Mais sur le plan politique, les conséquences de la crise économique en France ne sont pas aussi désastreuses qu'en Allemagne. Malgré les graves difficultés auxquelles elle doit faire face, la démocratie française n'est pas en danger. Le refus du fascisme, parce qu'en Allemagne, en France, les valeurs républicaines, la République était très très bien établie, et on voulait d'abord conserver la liberté et la République, si bien qu'il y avait une constellation différente par rapport à l'Allemagne où la République était en train d'échouer. Contrairement à l'Allemagne, la majeure partie de la population s'est tournée vers une gauche unie, vers l'union de la gauche. En proie à la misère et au désespoir, la population descend dans la rue. La radicalisation de la société favorise la montée des extrêmes politiques. Au cours des élections législatives qui se multiplient, les partis radicaux de gauche et de droite hostiles à la République emportent de plus en plus de voix, notamment le Parti national-socialiste. En janvier 1933, l'économie allemande ne montre aucun signe d'amélioration. La démocratie capitule. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne amorce un redressement. Les chômeurs sont réquisitionnés pour construire de nouvelles autoroutes. Beaucoup sont enrôlés de force dans le Reicharbeitsdienst, le service du travail du Reich. Aujourd'hui encore, certains pensent à tort que les mesures prises par les nazis ont permis de résorber le chômage. Attention, soyons bien clairs là-dessus. La crise de l'emploi était telle que la construction de quelques milliers de kilomètres d'autoroutes n'aurait pas suffi à assurer le plein emploi. Et si on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait avant 1936. La plus grosse partie des autoroutes a été construite après 1936. À ce moment-là, ça faisait déjà longtemps que le plein emploi avait été atteint. Donc ce n'est pas grâce à ça que le chômage a diminué. Et si on y regarde de plus près, on voit que le service du travail ne comptait en moyenne que 300 000 travailleurs. À l'époque, il y avait environ 5 millions de chômeurs en Allemagne, et même sûrement beaucoup plus avec le chômage caché. Donc ce n'est pas ça qui a fait baisser le chômage. Pourtant, la majorité des Allemands applaudit. Le chômage semble éradiqué. En réalité, les nazis bénéficient des mesures prises par leurs prédécesseurs. La diminution du chômage est surtout due à la politique impitoyable de réduction salariale pratiquée par le gouvernement Brüning. Les salaires qui avaient été baissés par décret n'ont pas été rehaussés par les nazis malgré la reprise économique. Cela a eu des conséquences terribles. Quand on regarde les chiffres de la répartition du revenu entre salaire et profit au cours de l'histoire économique de l'Allemagne, on s'aperçoit que l'écart entre profit et salaire ne s'est jamais autant creusé que pendant la période nazie. Le régime avait orchestré une politique de répartition qui avantageait très largement le capital au détriment du travail. Aujourd'hui, tout ça est un peu tombé dans l'oubli. Le succès de la relance économique est exclusivement attribué aux nazis. Rares sont ceux qui pensent aux victimes de leur politique. Mais l'enthousiasme général ne dure qu'un temps. Avec Hitler, l'Allemagne a pris un nouveau cap. La prochaine guerre était déjà en train de se préparer. Si Hitler a commencé à faire construire des autoroutes, c'était en prévision de la guerre.